Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Europe-Afrique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un visage devenu familier dans tous les foyers belges et sur les plateaux de télévision, dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il s'agit du professeur Yves Van Lathème, infectiologue, spécialiste en médecine interne du CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Le professeur Van Lathème est aussi le porte-parole du gouvernement fédéral sur la lutte contre le coronavirus. Professeur Van Lathème, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Docteur, je vous appelais docteur, je l'ai dit, vous êtes le porte-parole de la lutte contre le coronavirus en Belgique. Alors, comment jugez-vous, à ce jour, début juin, l'évolution de la crise sanitaire ? L'évolution en Belgique, comme dans quasi tous les pays européens, est favorable, au sens que l'Europe a été balayée par une vague qui a commencé essentiellement en Italie à la fin du mois de février, début mars, qui a ainsi touché à des moments différents, à quelques semaines d'intervalle, différents pays, qui les a touchés avec des intensités très variables aussi. Et maintenant, on est dans ce retour à la normale, une normale très relative pour quasi tous les pays, mais forcément avec des intensités persistantes encore un tout petit peu différentes, même si c'est en train de devenir des lignes qui sont très, très parallèles dans beaucoup de pays. Alors, cette situation est, je dirais, beaucoup plus agréable que celle qu'on a connue il y a 2 mois, mais est-ce qu'on ne se dit pas rétroactivement que nous avons, et la plupart des pays d'Europe, d'une manière générale, un peu failli par une impréparation coupable face à l'arrivée du virus? Je pense qu'on aurait dû mieux écouter, entre autres, l'OMS. On a beaucoup reproché de choses dans le passé à l'OMS pour différentes maladies. L'Organisation mondiale de la santé, excusez-moi, bien sûr. Cette fois-ci, l'Organisation mondiale de la santé, dès le mois de janvier, a dit « ceci est une maladie dangereuse, ceci est le point de départ d'une pandémie ». Et on l'a écouté, je pense, un peu partout avec une oreille distraite, en se disant que c'était une maladie qui naissait au fin fond de la Chine. Et puis les Chinois bloquaient tout et que ça allait mourir tout seul dans son coin, cette maladie. D'autant plus qu'on avait connu en 2004 une autre maladie d'un virus très proche qui s'appelait le SARS à l'époque, qui en quelques mois de temps, avec très peu d'extension, était morte toute seule en Asie du Sud-Est. Et je pense qu'effectivement, on a trop comparé ça à 2004 et on n'a pas vraiment écouté les rares signaux d'alarme qui devaient nous faire penser que c'était sérieux pour tout le monde. Mais quand je parle d'impréparation, c'est aussi une question de matériel, je dirais. Ce n'est pas seulement l'anticipation. Donc, à l'instar de la France, j'oserais dire quand même que la Belgique a manqué de masques, a manqué de tests de dépistage, a manqué même à un moment apparemment de respirateurs. Et si la situation avait été grave, encore plus grave, on aurait peut-être même manqué de lits. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'était difficile d'anticiper si on n'était pas équipé. On n'était pas équipé parce qu'on n'avait pas anticipé aussi, donc je peux vous renvoyer la balle de la même manière. Je pense que si on avait pris conscience en temps voulu, c'est-à-dire par exemple en janvier, début février, on eût dû faire des commandes de masques, on eût dû mieux préparer la logistique, ce qui n'a pas été le cas. Et je pense qu'on s'est tous réveillés, je parle des pays ici, je ne parle pas des individus, mais des pays, on s'est tous réveillés essentiellement fin février, début mars, lorsque le mal était déjà fait, l'ennemi était déjà dans la place, et en l'occurrence, ce virus a un peu explosé en Europe, dans le nord de l'Italie, fin février, et a contaminé, dans la plupart des cas, les autres pays, au point de départ de ce foyer-là, alors qu'on n'était pas prêt. Alors, pour la Belgique, on souffre aujourd'hui d'une statistique qui nous est défavorable, puisque je pense qu'on on a même été en tête, mais on est dans le top 3 mondial du nombre de décès du Covid-19 par rapport au nombre d'habitants. Est-ce que c'est essentiellement parce qu'on a été trop honnête dans le mode de calcul ? Je pense que oui, la Belgique a choisi au départ de remettre comme Covid-19 les décès qui étaient non seulement prouvés dans les hôpitaux, ils les étaient tous parce que là il y avait les tests, mais aussi les décès qui étaient prouvés
c'est très rare dans les maisons de repos et non prouvé dans les maisons de repos chez des personnes qui mourraient dans un tableau de pneumonie, de température, hautement compatible avec le Covid. Et ce faisant, les statistiques actuelles au niveau européen, que l'on fait plus à son aise maintenant que la grosse vague est passée, montrent que nous sommes exactement dans les chiffres de ce qu'on appelle la surmortalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur les derniers mois, en plus de la mortalité de base que nous avons toujours toutes les années, tous les mois. Alors que beaucoup de pays ont 8, 10, 20, 30, 40% de gens qui sont morts en plus et qui ne sont pas des cas Covid. Or, l'Europe n'a pas vécu de catastrophe, l'Europe n'a pas vécu d'autres infections virales. Donc ces morts, ce sont des morts liées au Covid qui ont été ignorées par beaucoup de pays européens. Mais ça devrait être le travail de notre ministre des Affaires étrangères ou le ministre peut-être dit des masques à l'époque, mais en tout cas de M. Goffin certainement, d'aller convaincre des pays comme la Grèce, la Croatie, etc., qui aujourd'hui, et peut-être demain des pays d'Afrique, on verra, qui refusent l'arrivée des Belges sur leur territoire alors qu'ils accepteraient les Allemands ou les Autrichiens, ce qui est pour nous quand même assez choquant. Tout à fait. Je pense que c'est une des tâches qu'il revendique pour l'instant, c'est qu'il plaide la cause de la Belgique. Et notre manière de faire la comptabilité malheureuse, bien sûr, des décès a été mise en exergue par l'OMS, justement, l'Organisation de la Santé, et par la Centre de surveillance européen des maladies comme étant le bon. Et finalement, sur lequel les autres pays devraient, ou auraient dû, mais devraient maintenant s'aligner. Comment avez-vous vécu cette période où vous étiez à la fois sur les plateaux de télévision et puis au centre, je dirais, de la crise et proche du gouvernement. Comment avez-vous vécu cela et comment avez-vous supporté, je dirais, en tant que scientifique, les nombreuses querelles d'experts au niveau international entre épidémiologistes, virologues, etc. La fameuse polémique autour du docteur Raoult, cette hypocrisie mondiale autour du traitement, notamment par l'hydroxychloroquine. Comment est-ce que vous avez ressenti tout ça ? C'est à la fois un des prix à payer à la démocratie, le fait que tout le monde peut dire ce qu'il pense. C'est un prix à payer aussi à la médiatisation actuelle et la surmédiatisation, dans lequel aucun filtre n'existe, puisque tout le monde peut dire n'importe quoi. C'est du bon et du moins bon, à n'importe quelle distance. Avant, vous le disiez à votre voisin, celui qui habitait en face de chez vous. Maintenant, vous le dites au monde entier, par l'intermédiaire d'Internet, entre autres. Et donc, ça donne une cacophonie. Ça donne une cacophonie non régulée. C'est bien que ça ne soit pas régulé sur le plan démocratique. C'est mal parce que ça laisse passer aussi un tas de choses qui n'ont aucun sens et que n'importe qui peut lancer. Et donc, il y a tellement de bruit de fond que plus personne, s'il n'a pas les bons filtres, ne peut vraiment interpréter la réalité. Alors, toujours dans votre jugement, le respect en général au niveau des populations, des gestes barrières, la distanciation, le port du masque et des gestes d'hygiène. Est-ce que ça vous a impressionné ou est-ce que vous trouvez que ça a mis quand même un certain temps à être intégré par les populations ? Je pense que quand ça a été décidé de manière assez militaire, je dirais dans le ton, en disant voilà, demain on ferme tout. Et vous avez telle distance, etc., etc. Je pense que les gens étaient d'une part frappés par les décès qu'on leur annonçait, de plus en plus nombreux, et d'autre part par le côté extrêmement sérieux, pratiquement, effectivement, comme dans des périodes d'attentats ou dans des périodes de guerre. Et qu'à ce moment-là, les gens ont eu peur et ont dit, oula, il se passe quelque chose, je vais obéir. Et je pense qu'on a eu, pendant des semaines, un très bon contrôle à ce niveau-là de la distanciation sociale. Et puis l'être humain est ce qu'il est. Et l'être humain tend à essayer de retrouver ce qu'il a connu, qui était plus agréable, bien sûr. Et donc, on a vu petit à petit qu'en certaines circonstances, certains week-ends, cette distanciation sociale n'était plus aussi observée. Nous sommes en période de beau temps et nous avons eu un mois de mai, entre autres, extrêmement beau ici en Belgique. On a plus envie de revoir des gens. Et donc, il est clair qu'on a perdu par la durée, par l'impact psychologique, les gens veulent retrouver des choses, une partie de l'observance qui, je pense, au départ a été, par le côté impressionnant de cette crise, assez bien fait par la population. On a pu observer quand même qu'il y avait une forme de désobéissance, surtout au début, et en particulier des jeunes. Est-ce qu'on n'a pas commis l'erreur de dire ce qui était une vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, « Oh, mais ce virus ne touche pas les jeunes ».
Alors vous avez raison. Lorsqu'on voyait dans les études qui ont été faites, la partie de la population qui observait le moins bien était la partie jeune, entre, mettons, 20, 25, 30, 35 ans, parce qu'effectivement, au départ, elle a eu peur, parce qu'au départ, on n'a pas clairement dit qu'ils n'étaient pas touchés. Et puis, ils se sont rendus compte, les études arrivaient, que clairement, les gens touchés sont les gens de plus de 65 ans, les gens qui ont des pathologies sous-jacentes, aux poumons, au cœur, au foie, par exemple, et que la plupart des jeunes de 30 ans, ils sont en bonne santé. Et donc, ils ont peut-être mal intégré, pour une partie d'entre eux, pas pour tous, il ne faut pas les fustiger tous, pour une partie d'entre eux, ils n'ont pas intégré le fait qu'il y avait des précautions à prendre pour eux-mêmes, mais des précautions pour les autres, pour nos aïeux, entre autres, pour les personnes âgées qui nous entourent, que ce soit nos grands-parents ou que ce soit les autres, et que la manière de les protéger, eux, c'était nous de sacrifier une partie de cette liberté que l'on avait pour diminuer la transmission du virus. À l'autre extrême, est-ce qu'on peut rester positif sur la manière dont on a géré ce qui se passait dans les Haumes, ou est-ce qu'on a le droit d'être quand même un peu critique? Je pense qu'on a le droit d'être critique. Il serait totalement anormal d'approuver la manière dont ça s'est passé. Je pense qu'il s'est passé dans les Haumes une épidémie au sein de l'épidémie. Ça a été d'ailleurs appelé ainsi. Il y a eu une deuxième épidémie cachée pas parce qu'elle a été cachée par le gouvernement, mais qui est née dans les Haumes, qui a grandi, qui a commencé à gronder dans les Haumes. Et on a entendu ce bruit seulement avec un certain retard, avec quelques semaines de retard. On a fermé, bien sûr, l'accès aux maisons de repos pour fermer l'entrée du virus. Mais c'est un peu comme un château fort, on aurait fermé le pont-levis et on a laissé les portes arrière ouvertes pour que le personnel de service puisse entrer. C'est le personnel de soins. Et comme on n'avait pas assez de tests ou qu'on n'a pas employé les tests à l'endroit où on aurait peut-être dû le faire, on a laissé entrer le virus dans le château fort. Et quand l'ennemi est dans le château fort, eh bien, il brûle le château fort. Parce que ça fait quand même plus de la moitié des décès. Totalement. La plupart des pays ont malheureusement, même des pays comme la Norvège, qui ont parfaitement dominé la crise, leurs décès sont concentrés dans les maisons de repos. Je pense que partout dans le monde, on a négligé ce point. Un autre élément critique, selon moi, mais je vous pose la question, c'est quand même le fait qu'on n'avait pas de masque a induit un comportement qui n'était pas transparent du gouvernement, qui était de laisser à croire que le masque, c'était essentiellement, ça c'est vrai, mais quasi uniquement pour le corps médical, les aides-soignants, les chirurgiens, etc., et pas le grand public. Il y a eu deux facteurs qui ont joué là. Il y a d'une part le fait, effectivement, comme vous le dites, on n'avait pas de masques, on n'avait déjà pas toujours assez de masques par rapport aux hôpitaux, et donc, a fortiori, on n'avait pas des masques à distribuer en masse au grand public. Il y a aussi le fait, et ça c'est un point négatif, je pense, que l'OMS, dont je reviens sur l'Organisation mondiale de la santé, a toujours promu l'idée les masques ne servent pas à grand-chose pour le grand public. Et ça a été répercuté par nos structures, ça a été répercuté par nos politiques dans la plupart des pays européens où on n'a pas l'habitude sociale, comme on l'a en Asie, de porter le masque. Et donc ici, comme ce n'était pas une habitude d'une part, que la structure internationale disait ça ne sert peut-être pas à grand-chose, et que par ailleurs on n'en avait pas beaucoup, eh bien pendant des semaines et des semaines, on a fait l'impasse là-dessus. Depuis lors, d'autres publications scientifiques et d'autres structures ont dit non, on a des raisons de penser que le masque sert à quelque chose. Bon, maintenant, on a des masques et nos politiques ont fait là un retournement en disant ok, il faut le faire. C'était probablement un peu tard, mais ça peut toujours servir bien sûr maintenant. Monsieur Van Latem, on va faire une petite interruption. Chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après la pause. Monsieur Van Latem, nous allons poursuivre notre conversation sur le coronavirus. Alors, en Europe, on a pu observer que des petits pays comme le Luxembourg ou l'Islande, ou même une grande nation comme l'Allemagne, ont mieux géré la crise sanitaire que les autres. Pourquoi, selon vous? Grâce aux tests ou... Il y a des facteurs que l'on connaît et sans doute des facteurs que l'on ne connaît pas. Dans les facteurs que l'on connaît, eh bien, il y a effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est d'une part d'avoir fermé à temps toutes les entrées possibles du virus et cloisonné, fait ce confinement le plus rapidement possible. Il y a eu des schémas qui ont très bien montré que 3-4 jours de retard dans un confinement pouvaient vous changer totalement la courbe de l'évolution de la pandémie. Deuxièmement, c'est effectivement d'avoir à disposition assez de tests
pour faire ce que l'on fait maintenant, à la fin de la pandémie, c'est-à-dire tester les gens suspects et les isoler, ce qu'on n'a pas fait, effectivement, dans nos régions, mais qu'on a fait, par exemple, en Allemagne. Troisièmement, la densité de population joue un rôle. Il est clair que des pays très denses ou des grandes villes posent plus de problèmes de transmission que des grands territoires. Et on ne peut pas comparer la Belgique à certains Länder allemands ou certaines provinces ou certaines régions françaises qui sont beaucoup moins peuplées et qui ont été moins touchées, par exemple. Et enfin, il y a probablement d'autres choses. Et on ne sait pas ce qu'est cette autre chose. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est très difficile à savoir. Mais on pense tous qu'il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas bien. Que pensez-vous de l'attitude de la Suède qui persiste à ne pas confiner ou peu confiner et qui mise sur l'auto-immunisation collective et où en fait le nombre de décès a flambé? Oui, c'est un point qu'on n'a pas voulu faire, que plusieurs pays ont voulu faire plutôt dans le nord de l'Europe, puisque c'était un choix au départ de la Hollande, qui a changé d'avis en cours de route, un choix au départ de l'Angleterre, qui a mis du temps à changer et qui en a payé le prix, et la Suède qui l'a mitigé, faisant que ça lui a permis de ne pas avoir une envolée comme l'Angleterre a eu dans son nombre d'infections et de décès, mais d'être moins bonne, effectivement, dans ses résultats que la Norvège et la Finlande, qui sont à sa gauche et à sa droite, et elle a beaucoup plus de cas alors qu'elle est en plein milieu. Donc on peut se dire que probablement ce choix n'a pas été un choix idéal, en tout cas pour cette première vague. Le reste devrait être différent. Oui, on va y venir. Mais est-ce que vous considérez, vous, qu'on n'a pas déconfiné trop tôt chez nous, dans d'autres pays européens? Non, je pense qu'on n'a pas déconfiné trop tôt. C'est toujours difficile à savoir et seule l'expérience peut nous montrer ce qu'il en est. L'expérience actuelle nous montre en tout cas qu'on n'a pas déconfiné trop tôt puisque rien ne flambe dans les différents indicateurs qui nous permettent de déconfiner. Ce que je pense, c'est qu'au départ, les mesures auraient dû être prises plus tôt, ça c'est vrai, mais que le déconfinement maintenant, je pense qu'il arrive au bon moment. Oui. Ce qui signifie pour vous qu'une deuxième vague est peu probable? Je pense qu'une deuxième vague est peu probable, une deuxième grande vague. On a toujours défendu la notion que des vaguelettes, c'est-à-dire des petits remous avec des petites reprises, des petites épidémies locales étaient possibles, à bien bloquer, à bien contingenter. Nos hôpitaux peuvent gérer. Voilà, exactement, mais la grande vague est extrêmement peu probable. On sait que la solution, in fine, quand même, passe par la création d'un vaccin pour vaincre le virus, ou en tout cas pour s'en protéger. Vous n'êtes pas devin, mais qu'est-ce qu'on peut espérer quand on voit les milliards qui sont mis dans le monde entier à disposition pour essayer de le trouver? Alors, il y a maintenant plus de 200 prototypes de vaccins. Certains sont purement théoriques, d'autres sont déjà en phase débutante. Certains arrivent en phase d'essai, effectivement, chez des volontaires. Sur ces 200 vaccins donc potentiels, il y en a une petite dizaine qui sont déjà avec des dizaines ou des centaines de personnes qui les ont essayés. Et donc je pense que c'est bien qu'on ait de nombreuses firmes, de nombreuses techniques de vaccins, parce que ça nous donne l'espoir que l'une ou l'autre d'entre elles arrive et arrive assez rapidement. Je pense vraiment qu'on peut espérer que les premiers vaccins seraient disponibles quelque part dans le monde fin de cette année-ci et qu'au printemps, au plus tard à l'été prochain, on ait assez de vaccins pour partout. Alors, après l'Asie, l'Europe puis les Amériques ont été très touchés par le virus. Qu'est-ce qui justifie que l'Afrique semble assez épargnée, même si des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Égypte sont quand même fort touchés? Eh bien, on est vraiment devant un grand point d'interrogation. On ne sait pas comment expliquer ça. Alors, bien sûr, dans certains pays d'Afrique qui n'ont pas de grands moyens, on peut se dire on ignore une partie de la situation de ce qui se passe parce qu'on n'a pas les moyens à certains endroits de détecter la présence du virus et que les décès se perdent parmi des décès de malaria ou d'autres maladies respiratoires qui sont fréquentes. Mais il est clair qu'on n'a pas l'emballement de la situation qu'on pouvait craindre malgré des mégalopoles de 10-15 millions d'habitants comme l'Afrique a, à Lagos, à Kinshasa, au Caire par exemple, et dans lequel on ne voit pas ça. Donc on ne sait pas si c'est des conditions météorologiques, puisqu'on a évoqué les UV, on a évoqué le climat par exemple, qui sont des conditions génétiques faisant que la population y est moins sensible. Et pour l'instant, ça reste très jeune, ça c'est certain. 60% de la population africaine a moins de 20 ans, donc elle a beaucoup moins de risques. Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui ont maintenant 65-70 ans et on ne voit pas une grosse mortalité. Il faut suivre, mais ça reste intriguant en tout cas. Et le fait que au fond, la communauté occidentale disait « Oh là là, le drame, ça allait être l'Afrique, ils n'auront pas les services hospitaliers à la hauteur, on ne va pas pouvoir confiner les populations africaines. » Est-ce que finalement, ce n'est pas une grande claque et je dirais une leçon
pour les pays occidentaux par rapport à ce qui se passe en Afrique? Je pense on devait être humble par rapport à la méconnaissance du virus. Et donc, on a eu des grosses craintes, c'est vrai, en se disant que si le virus avait les mêmes dégâts là qu'il l'a fait au départ à Wuhan, en Chine, ou qu'il l'a fait dans le nord de l'Italie, on eût pu craindre que tous les anciens décèdent en Afrique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux avec des respirateurs et des choses pareilles. Donc je pense que l'humilité aurait dû être de dire point d'interrogation, d'essayer d'aider l'Afrique à être prête si la pathologie avait été sévère, et de garder toujours un œil, parce que pour l'instant je pense qu'il faut le garder. Je pense qu'il faut être plus humble peut-être que l'on a été, oui. Un peu moins condescendant parfois. Probablement moins condescendant, oui. L'Organisation mondiale de la santé a félicité le Maroc pour sa gestion de la crise sanitaire. Ce n'est pas banal, en fait. J'observais qu'il y a moins de cas de contamination au Covid-19 au Maroc qu'il n'y a de décès en Belgique du Covid-19. Donc c'est assez impressionnant, alors que la population est 3,5 fois supérieure au Maroc. Quelle est votre explication à cela ? Alors, on peut trouver une partie de l'explication dans la densité de la population que l'on évoquait. J'exclus de ça les grandes villes comme Casa, effectivement, qui sont des grandes villes, bien sûr. Le reste du territoire est malgré tout avec une population plus dispersée. On peut espérer qu'effectivement, le fait d'avoir donné un confinement bien observé par la population marocaine soit un des éléments qui ont permis de couper l'aile à temps à la pathologie, alors qu'elle n'avait pas encore atteint la même importance au moment où le confinement a eu lieu au Maroc que lorsque le confinement a eu lieu dans notre pays. Et donc ça a évité, exactement, que ça a évité l'envol que nous avons connu, que nous avons rompu, mais que nous avons malgré tout un peu connu au départ. Et alors toujours la réserve de y a-t-il un terrain génétique qui montrerait une différence, et on ne le sait pas actuellement. Il faut savoir aussi que le Maroc avait de l'équipement, notamment en termes de médicaments chez Sanofi, en termes de masques, où ils avaient des masques pour toute la population. Au début, ils vendaient ça à moins d'€1 pour 100 masques. Je veux dire, c'était assez remarquable. Ils ont stoppé leurs frontières très très vite. Donc c'est quand même beaucoup d'éléments d'anticipation qui peuvent servir de modèle pour d'autres pays à l'avenir. Ce sont des éléments qui ont dû jouer un rôle. Si la population avait ces masques à disposition, qu'elle les a bien portés, qu'elle a pris des mesures de distanciation dans des endroits qui, pour nous, ici en Europe, nous paraissent difficiles, comme dans les souks par exemple, ça a dû jouer un rôle important dans la diminution de la transmission, bien sûr. Le fait que le Maroc ait décrété l'état d'urgence très très vite, est-ce qu'à votre connaissance, ça a inspiré d'autres pays d'Afrique en termes de modalités par rapport à ce risque de contagion? Je pense que le Maroc, et je pense que le Sénégal aussi d'ailleurs, a eu une politique assez précoce et assez rapide par rapport, ont été deux des exemples pour d'autres pays africains de savoir qu'il fallait réagir, qu'il fallait faire quelque chose, puisqu'on ne savait pas quel serait l'impact potentiel. Et d'ailleurs que la seule chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'était ça. Par rapport à un virus où on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, et un virus qui se transmet par la respiration, parce qu'il sort de notre bouche et de notre nez, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des distances plus grandes pour qu'une personne n'infecte pas l'autre personne. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que, disons, une des rares vertus de cette dramatique pandémie qu'on a vécue, c'est que les gens veulent peut-être conserver ce que culturellement ils méconnaissaient avant, c'est-à-dire cette forme de distanciation. Parce qu'aujourd'hui, et la jeunesse en particulier, est habituée dans plein de pays à s'embrasser plutôt 10 fois qu'une pendant la journée, à se donner les mains constamment, et que finalement, on découvre que ce n'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Est-ce que ce sont, vous le croyez, des habitudes qui vont perdurer ? Je risque de vous décevoir, je crains qu'elle ne perdure pas dans la population jeune. Jeune, pourquoi ? Parce que cette population jeune n'a pas dû payer un prix très lourd en elle-même. Elle a peut-être connu parce que des aïeux sont décédés, bien sûr, c'est autre chose. Voilà, mais la population jeune, je pense, va retrouver un mode de vie dès que le virus aura disparu par vaccin interposé ou autre, que la crainte en tout cas, je pense qu'elle va retrouver. Que les anciens soient plus prudents, ça je pense que ça va rester. Les plus jeunes, je crains que non. Alors, est-ce qu'on peut conclure, M. Van Latem, par le fait que, finalement,
on a un peu le sentiment que le pire est derrière nous. Je ne parle pas sur le plan économique ni sur le plan social, j'aurai l'occasion d'y revenir avec d'autres invités, mais que c'était un peu comme si le virus était parti, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on parle des UV, du taux d'humidité qui est très, très faible pour le moment et qui permet peut-être à ce virus de se montrer beaucoup, beaucoup plus discret. Je pense qu'on est tous convaincus qu'en dehors du confinement et d'un déconfinement plus ou moins bien régulé et observé, il y a autre chose. Climatique par exemple. La crainte, c'est bien sûr que ce virus, comme d'autres virus saisonniers, ne revienne. Et personne ne sait quel est l'impact du retour. C'est comme une nouvelle grippe qui revient chaque année. Sera-t-il important ou pas? Ne va-t-il pas revenir éventuellement? Donc on a encore des mois, je pense, de surveillance attentive. Et il faut que des gens qui montent le guet du haut des tours, si on peut dire, comme à l'époque du temps jadis, nous donnent cette fois-ci un signal précoce et bien suivi, observé par le gouvernement et la population, sans avoir le retard qu'on a eu la première fois. Docteur, ce sera la conclusion de notre émission. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dans une semaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.